Hello, j'espère que tu vas bien. En tout cas, moi je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo qui va nous permettre de parler du tout dernier macronutriment, les lipides. Les lipides ont très longtemps été considérés comme le macronutriment à éviter. Pourquoi? Parce qu'on a fait un raccourci qui était encore une fois très simple, qui était de dire consommer des lipides, c'est consommer du gras, c'est stocker du gras. On ne peut pas faire plus simple. Sauf que finalement, quand on s'intéresse réellement au fonctionnement du corps, réellement à ce que sont les lipides, ce qu'ils peuvent apporter pour l'organisme, on comprend que les lipides sont beaucoup plus que ça. Et finalement, ce réflexe qu'on a sur les lipides, de faire un peu des raccourcis dans la compréhension, on l'a eu aussi sur les protéines. Les protéines, on a dit que consommer en excès, ça allait abîmer les reins. Les glucides, on a dit que c'était du sucre, que le fait de consommer du sucre, ça allait générer des maladies cardiovasculaires, que ça allait nous faire stocker du gras. Et finalement, si on cumule un petit peu tous ces a priori, on peut plus manger. Les protéines, les glucides, les lipides, tout est mauvais pour l'organisme. Donc c'est pour ça que, encore une fois, faut regarder ce que dit réellement la science, comment tout cela fonctionne, comment ton corps réagit par rapport à ces différents macronutriments, qu'est-ce qu'ils ont comme avantage, qu'est-ce qu'ils ont comme inconvénients, et voir ce qui est réellement utile de consommer, et qu'est-ce qui te correspond le mieux à toi, par rapport à ta vie à toi. Donc aujourd'hui, sur ce cours, on va développer le chapitre des lipides. On va voir ce que sont réellement les lipides, ce qu'ils apportent, et puis on va casser encore une fois quelques mythes. On va parler par exemple du cholestérol, et je vais casser encore quelques mythes aujourd'hui parce qu'on dit encore beaucoup de bêtises sur tous ces sujets-là. Commençons par le commencement. Pourquoi les lipides sont indispensables? Pourquoi ils font consommer ces macronutriments? Déjà, les lipides ont un rôle basique qui est de t'apporter de l'énergie. On l'a dit dès le début de la formation, le corps a besoin d'énergie pour assurer ses fonctions vitales, pour se déplacer, pour faire une activité, qu'elle soit sportive ou non sportive, le corps a besoin d'énergie. Quelle meilleure source d'énergie que les lipides qui nous permettent en un seul gramme d'aller chercher 9 kilocalories d'énergie. Si tu te rappelles ce qu'on avait vu sur les protéines, sur les glucides, ces deux autres macronutriments apportent pour la même quantité 4 kilocalories d'énergie. Donc les lipides apportent beaucoup plus d'énergie pour la même quantité que les lipides. Déjà ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. C'est-à-dire que si tu as besoin d'énormément d'énergie, tu pourras plus facilement aller les chercher avec les lipides, en ayant besoin de consommer finalement une quantité moindre dans l'assiette, que si tu essayais de le faire avec les protéines ou avec les glucides. Et ça, c'est quelque chose que certains ont déjà compris, notamment des sportifs, des aventuriers. Si je te cite par exemple Mike Horn, dont tu as sans doute déjà entendu parler, Mike Horn avec ses expéditions par exemple dans les pôles. Quand il part en expédition dans les pôles, il sait qu'il va être exposé à des températures glaciales et que pour résister, son corps a besoin de consommer énormément d'énergie parce qu'il va dépenser énormément d'énergie tous les jours. Quand il part dans les pôles, Mike Horn consomme plus de 10 000 calories par jour. 10 000, c'est colossal. Est-ce que tu penses sérieusement pouvoir manger 10 000 calories par jour en consommant essentiellement des protéines et des glucides? C'est-à-dire manger presque 4 à 5 fois ce que tu manges aujourd'hui en protéines et en glucides, et ça tous les jours. Forcément, c'est pas possible. Donc ce qu'il fait Mike Horn, c'est qu'il consomme essentiellement, principalement, des lipides. Parce que les lipides, avec un volume alimentaire réduit, vont lui permettre d'aller chercher ces 10 000 calories dont il a besoin tous les jours. Donc les lipides ont déjà ce premier rôle essentiel, apporter de l'énergie. Les lipides ont également un autre rôle qui est très intéressant avec ce qu'on appelle les vitamines. Donc les vitamines, on abordera ce chapitre de manière très détaillée un peu plus tard quand on parlera des micronutriments, donc les vitamines et les minéraux.
Mais déjà, ici, si on se fait un petit zoom, juste pour te dire que dans les vitamines, on a des vitamines qu'on appelle les vitamines liposolubles. On va citer notamment vitamine A, vitamine D, vitamine E, vitamine K. Ce sont des vitamines qui, pour être transportées dans le corps, ont besoin des lipides, ont besoin du gras. D'accord? C'est ça que ça veut dire liposoluble. Et on a besoin de consommer une source de lipides, une source de gras pour pouvoir transporter ces vitamines dans l'ensemble du corps. Donc les lipides ont un rôle essentiel à jouer. Si tu ne consommes pas de lipides, tu ne pourras pas transporter correctement les vitamines et du coup pouvoir les utiliser correctement. Les lipides ont également un rôle important à jouer pour tes cellules, pour la structure de tes cellules. Pourquoi? Parce que les lipides composent les membranes de chacune de tes cellules. Donc si tu veux avoir des cellules avec une membrane de qualité, une membrane robuste, il est important que tu consommes des sources de lipides de qualité également. Les lipides sont également importantes pour les hormones, parce que les lipides sont essentiels à l'élaboration de nombreuses hormones. On sait que quand on réduit drastiquement la consommation de lipides, on va avoir le système hormonal, je vais mettre entre guillemets, qui se casse la gueule. Donc c'est fondamental pour avoir un système hormonal performant de consommer des lipides de qualité. Et enfin, parlons du cerveau. On a dit sur le chapitre sur les glucides que le cerveau était glucodépendant. Le cerveau consomme énormément de glucose, plus de 100 grammes de glucose par jour. Pour autant, et ça peut être paradoxal, le cerveau est composé essentiellement de lipides. Il est consommé de lipides à plus de 60%. Autant dire que les lipides sont indispensables à la fois à ta performance cognitive, mais également à ta performance physique. Donc l'erreur à ne pas commettre, c'est l'erreur qu'on a beaucoup trop commise par le passé, c'est de supprimer les lipides. Pendant les décennies précédentes, on a eu tendance à, en cas de régime alimentaire avec un bon déficit calorique, quand on cherche à perdre du gras, l'idée c'était de couper les lipides, d'essayer de consommer le moins de lipides possible en se disant si on consomme des lipides, on va faire du gras, donc on va arrêter de consommer des lipides. Dans le monde du fitness, on veut afficher un physique tracé avec des belles tablettes de chocolat, et pendant trop longtemps, on a eu tendance aussi à consommer très 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 peu de lipides. C'est une erreur. Pourquoi c'est une erreur? Parce que ne pas consommer des lipides, déjà, c'est te créer beaucoup de carences. Donc, qui dit carence, dit un métabolisme qui fonctionne moins bien, dit une santé qui va partir en cacahuète, et possiblement des maladies qui vont se déclencher derrière. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que, on sait, on va l'aborder derrière, que ne pas consommer de lipides, c'est créer un terrain inflammatoire. Et on l'a dit, ça fait partie des 3 piliers du métabolisme, l'inflammation de bas grade est la source d'un métabolisme ralenti et la source de la création de graisse corporelle et la source de maladies métaboliques. Donc hyper important d'avoir des sources de lipides qui permettent de réduire le plus possible cette inflammation chronique, cette inflammation de bas grade. Les lipides sont utiles également pour se prémunir des blessures, sont utiles également pour avoir cette énergie qui nous permet tout simplement de rester en forme au quotidien. Donc supprimer les lipides est une aberration. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il faut manger tout et n'importe quoi. Toutes les graisses ne se valent pas. Comme tous les glucides ne se valent pas, comme toutes les protéines ne se valent pas, c'est la même chose. Consommer une belle huile d'olive dans une belle salade, ce qui est une source de lipides, sera clairement beaucoup plus pertinent que d'aller consommer, je ne sais pas, par exemple des frites qui ont trempé
dans une huile dégueulasse chez McDonald's. On n'est clairement pas sur la même qualité. Ce ne sont pas du tout les mêmes lipides, on ne peut pas comparer. D'accord? Donc c'est important d'apporter des bonnes sources de graisse. Alors, la question derrière, on va l'aborder, c'est de quoi on parle quand on parle de bonnes sources de graisse. Et c'est important voilà, d'aller chercher les bons lipides parce que les lipides sont importants pour ton organisme, pour ton cerveau, pour tes muscles, pour ton cœur, pour tout. Quand on parle de lipides, quand on parle de graisse, on va parler par exemple de graisse saturée. Alors peut-être que tu n'as pas toi entendu parler de graisse saturée, mais tu as sans doute déjà entendu parler de mauvaise graisse. Quand on parle de mauvaise graisse, en fait on fait référence à ce qu'on appelle les graisses saturées. Pourquoi? Parce que pendant très 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 longtemps, et c'est encore un petit peu le cas aujourd'hui, on a eu tendance à considérer que consommer des graisses saturées en excès, ça allait favoriser les maladies cardiovasculaires. Pour ça que c'est mauvaise graisse, parce que c'est mauvais de déclencher des maladies cardiovasculaires. Le fait est qu'aujourd'hui, on remet un petit peu ces notions en cause. Ce qui est vraiment important aujourd'hui, quand on consomme des graisses saturées, c'est surtout de consommer des graisses saturées de qualité. On en revient toujours à la même chose. Finalement, on ne consomme pas des macronutriments pour consommer des macronutriments, on consomme aussi une alimentation de qualité, une alimentation santé. Les graisses saturées de qualité, tu vas les trouver dans les graisses animales, excepté le poisson. Tu vas les trouver dans les laitages, dans le beurre, dans la crème fraîche, dans les huiles comme l'huile de palme ou l'huile de coco. Tu vas trouver également des graisses saturées dans d'autres types d'aliments, comme par exemple les chips, les biscuits, les plats préparés. Mais là, on n'est pas dans ce qu'on appelle de la qualité. Donc c'est pour ça que vraiment il faut savoir différencier les sources où on va aller chercher ces graisses saturées. Il faut aller chercher des sources de qualité et éviter autant que possible les graisses de mauvaise qualité, qui elles vont être à l'origine possiblement derrière de dérèglements et de maladies. Les graisses saturées ont un rôle essentiel, c'est pour ça qu'il ne faut pas les bannir complètement. Déjà ce rôle énergétique qu'on évoquait tout à l'heure, toujours cette histoire qui est de dire que 1 gramme de lipides, et ça vaut du coup pour les graisses saturées, apporte 9 kilocalories. Mais les graisses saturées ont également d'autres fonctions, comme par exemple le fait d'avoir des membranes cellulaires qui sont robustes, qui sont rigides. Donc, rôle essentiel des graisses saturées, il ne faut pas les bannir, même si à chaque fois que tu entends parler de graisses saturées, tu entends parler de mauvaise graisse, ce n'est pas cohérent d'arrêter de manger de la viande, ce n'est pas cohérent d'arrêter de boire du lait, ce n'est pas cohérent d'arrêter de manger du beurre. Ok? À côté des graisses saturées, donc des mauvaises graisses, on a ce qu'on appelle les bonnes graisses. Donc les fameux alliés santé. Les bonnes graisses, ce sont les graisses qui inversement vont avoir une action de protection contre les maladies cardiovasculaires. Dans les bonnes graisses, on a deux typologies, deux sous-typologies. On a les graisses monoinsaturées et on a les graisses polyinsaturées. Donc monoinsaturées et polyinsaturées. Les acides gras monoinsaturés, qu'on appelle également les AGMI, donc acides gras monoinsaturés, sont essentiellement connus sous le nom d'oméga 9. D'accord? Les oméga 9 ne sont pas considérés comme indispensables pour l'organisme, non pas qu'il ne faille pas en manger, mais elles ne sont pas indispensables pour l'organisme parce que l'organisme est capable de les synthétiser, de fabriquer lui-même les oméga 9 à partir d'autres sources alimentaires. Les oméga 9, des acides gras monoinsaturés, il en existe différents types dans la nature, mais l'acide oléique, que l'on retrouve dans l'huile d'olive, d'où le nom acide oléique ou l'huile d'olive, représente la quasi-totalité des acides gras monoinsaturés que tu vas retrouver chez l'homme. C'est l'acide oléique va être connu
pour ses effets de protection, notamment protection contre les maladies cardiovasculaires ou pour réguler l'inflammation de bas grade que j'évoquais tout à l'heure. Donc, les oméga 9, qui parfois peuvent avoir aussi mauvaise presse, hein, ont un effet important du coup pour l'organisme. Tu vas trouver, je disais ça, dans l'huile d'olive, tu vas trouver ça également dans les noisettes, dans les amandes ou encore dans les avocats. Donc ça, ce sont les oméga 9. À côté des acides gras monoinsaturés, tu vas trouver les acides gras polyinsaturés. Dans les acides gras polyinsaturés, il y a deux sous-catégories. Tu vas avoir les oméga 3 et les oméga 6. Les oméga 3 et les oméga 6, eux, sont dits essentiels. D'accord? Ils sont dits essentiels car ils doivent être apportés par l'alimentation quotidiennement. Là, les oméga 3 et les oméga 6 ne sont pas fabriqués comme les oméga 9 à partir d'autres sources de nourriture. Tu as besoin de les apporter par ton alimentation. Là, tu vas trouver les oméga 3 et les oméga 6 dans des sources comme les graisses végétales, les huiles, les oléagineux ou encore les poissons gras. On va détailler un petit peu ces notions sur les slides suivantes. Commençons par les oméga 3. Les oméga 3 ont plusieurs fonctions. Déjà, les oméga 3 ont une fonction cérébrale. Ils agissent sur l'humeur, le développement de la fonction cérébrale, mais également ta vue, ta vision. Les oméga 3 ont également une action anti-inflammatoire. Donc, ils vont réduire la formation donc, des cytokines. Donc, on rappelle, encore une fois, on a vu ça quand on a abordé les trois leviers, les trois piliers du métabolisme. Donc, les cytokines pro-inflammatoires, qui sont des molécules finalement qui vont te faire rentrer dans un cercle vicieux en générant encore plus d'inflammation, en générant encore plus de gras, puisqu'on a vu que les cytokines inflammatoires se trouvaient même dans la graisse et qu'on rentrait dans ce fameux cercle vicieux. Ça, on l'a déjà abordé ce chapitre-là. Du coup, le rôle anti-inflammatoire des oméga 3 est hyper important parce qu'elles vont permettre de réduire, de stopper l'inflammation et de réduire l'équilibre. Il faut voir ça vraiment comme le pompier qui va venir éteindre l'incendie qui peut se générer au sein de ton corps. Les oméga 3 ont également un rôle du coup cardiovasculaire, là tu l'as bien compris, avec plus spécifiquement une action anticoagulante pour ton système cardiovasculaire. Si tu as un déficit en oméga 3, ça va causer clairement à la fois un dysfonctionnement de ton système nerveux et du coup des états anxieux, des états d'anxiété, mais ça va affecter aussi ta performance quotidienne. D'accord? Pourquoi? Parce que ton système nerveux, on l'a abordé sur le chapitre sur le fonctionnement du système nerveux, il est à l'origine de tout derrière. Il est à l'origine de ta contraction musculaire, il est à l'origine de ta force, il est à l'origine du mouvement, du simple mouvement. Donc fondamental d'avoir un apport en oméga 3 suffisant. On va avoir également ce qu'on appelle les EPA et les DHA. Donc les EPA, je vais essayer de le dire sans me tromper, ce sont les acides eicosapentaénoïques, ça y est, et DHA, c'est docosahexaénoïque. D'accord? C'est pour ça qu'on utilise l'abréviation, c'est quand même beaucoup moins chiant à dire. Donc ce sont des oméga 3 que tu vas trouver essentiellement dans les produits animaux marins. Le saumon, le hareng, le thon, le maquereau, la truite, la sardine par exemple. Si on distingue un petit peu le rôle de l'EPA et le rôle de la DHA, du DHA, l'EPA va jouer un rôle clé essentiellement sur la réduction de l'inflammation dans le corps. Donc ça va être important pour le système immunitaire, ça va être important pour la santé cardiovasculaire. Je te mets là encore une petite référence scientifique qui démontre le rôle de l'EPA sur la santé cardiovasculaire et le système immunitaire. Et le DHA, lui, va plutôt avoir un rôle à jouer sur le développement et le fonctionnement normal de ton cerveau
et de tes yeux. Donc là également, sur ce côté-là, je te mets une petite étude qui en parle avec précision. La question peut se poser, puisqu'on dit ici qu'on trouve essentiellement le PA, la DHA dans les produits animaux, c'est de savoir comment tu fais pour avoir des apports suffisants quand tu es végétarien, quand tu es végétalien. Eh bien, il est possible de se tourner notamment vers des algues ou des micro-algues qui vont apporter, là aussi, les, euh, les sources d'oméga 3 qui sont utiles. Encore une fois, si ces animaux marins contiennent des oméga 3 de qualité, c'est parce que eux-mêmes se nourrissent des algues, notamment, qui sont sources d'oméga 3. Donc en fait, tu ne fais que squeezer une étape, tu vas aller chercher directement les algues au lieu de te nourrir des animaux marins qui ont, qui ont consommé ces algues. D'ailleurs, ce qui, parenthèse, euh, pose question sur la façon dont on nourrit aujourd'hui les poissons qu'on va consommer. Parce que clairement, un saumon qui a grandi dans un environnement naturel, dans la mer, qui a pu manger ce qu'il voulait, et qui a pu avoir du coup sa source d'oméga 3, versus un saumon élevé dans un élevage intensif à qui on a fait manger n'importe quoi, clairement, les deux saumons n'auront pas la même qualité, les deux saumons n'auront pas la même teneur en oméga 3. Donc ça, c'est important de le comprendre parce que finalement, même deux aliments identiques de saumon, à partir du moment où ils n'ont pas été élevés de la même façon, n'apporteront pas les mêmes sources, les mêmes qualités de macronutriments et de micronutriments. Et l'exemple que je te donne là sur le saumon, elle vaut pour plein de choses. Aujourd'hui, une vache qui, toute sa vie, a vécu dans un champ, elle a pu brouter de l'herbe, elle a pu vivre heureuse dans son pâturage, entre-temps comme elle l'entendait, versus une vache qui a été cloîtrée, qui a été nourrie sous la forme d'un élevage intensif avant de passer à l'abattoir et qui a vécu une vie de merde, entre guillemets. Et ben clairement, les deux sources animales ne vont pas apporter la même richesse micronutritionnelle. Donc il faut bien comprendre là encore que bah, tout ne se vaut pas. Tout ne se vaut pas. Et l'élevage ultra intensif est clairement une aberration en termes de santé. Petite parenthèse. Quelles sont les conséquences d'un déficit en oméga 3? Donc on l'a vu, ça va impacter ton système nerveux, donc ça va affecter ta précision, ça va affecter ta force, ça va affecter ta contraction musculaire, ça va affecter l'exécution de tes mouvements. Ça va jouer également sur la lipolyse, donc c'est-à-dire la capacité de ton corps à utiliser les graisses corporelles comme source d'énergie. Et du coup, bah, ça va rendre plus difficile la perte de poids. Et puis, on l'a évoqué également, du fait de l'activité que ça va avoir sur la réduction de l'inflammation et du coup aussi sur finalement le bon fonctionnement de notre sensibilité à l'insuline, eh bien on va avoir derrière des problématiques de métabolisme ralenti, des problématiques de surpoids. Et puis enfin, bien évidemment, c'est la qualité de toutes nos membranes cellulaires qui va être affectée si on manque d'oméga 3. Les oméga 6. Donc les oméga 6, on a 4 types, 4 sous-types, 4 catégories qui vont rentrer dans les oméga 6. On a l'acide linoléique, l'abréviation c'est LA. On a l'acide gamma-linolénique, donc le GLA, l'acide dihomo-gamma-linoléique, DGLA, et l'acide arachidonique, l'ARA. Donc les oméga 6, c'est un petit peu particulier parce qu'ils peuvent être anti-inflammatoires, comme les oméga 3, mais ils peuvent devenir pro-inflammatoires, donc favoriser l'inflammation, si tu ne respectes pas un certain équilibre.
Et le souci qu'on a aujourd'hui, dans notre époque très industrielle, où on va commencer, beaucoup consommer d'ultra transformés, c'est qu'on a tendance à consommer beaucoup trop d'oméga 6 par rapport à ce qu'on devrait consommer et par rapport surtout à ce qu'on devrait consommer d'oméga 3. Normalement, on devrait idéalement consommer environ 1 gramme d'oméga 3 pour 3 à 5 grammes d'oméga 6. Ça, c'est le ratio idéal que tu peux retrouver dans un rapport de l'INCA 3. C'est le ratio idéal qu'on devrait avoir si on consommait à l'équilibre les oméga 3 et les oméga 6 pour avoir vraiment une alimentation anti-inflammatoire. Le problème aujourd'hui, c'est que si on regarde ce qu'on mange, ce que mangent réellement les Français aujourd'hui, eh ben on constate que ce taux n'est pas du tout respecté. Aujourd'hui, on est plutôt sur un rapport de 1 pour 12. Donc 1 gramme d'oméga 3, 12 grammes d'oméga 6. Donc on a beaucoup trop d'oméga 6, ce qui fait que du coup, on a une alimentation qui quelque part est pro-inflammatoire. D'où les problématiques, encore une fois, de maladies métaboliques, de prise de poids, de métabolisme qui ne fonctionne pas de manière optimale. Donc ce qui est important, c'est de rééquilibrer finalement la proportion entre oméga 3 et oméga 6 pour retrouver une capacité de l'organisme à réguler correctement l'inflammation pour s'éviter toujours cette inflammation de bas grade qui est à l'origine, encore une fois, de nombreuses métaboliques et de ton vieillissement, du vieillissement cellulaire. En termes de proportion, parce qu'on a parlé des acides gras saturés, on a parlé des oméga 9, on a parlé des oméga 3, des oméga 6. La question, c'est finalement, quand on résume tout ça, quelle est la bonne proportion à consommer pour avoir le juste équilibre? Pour répondre à cette question, je te donne un exemple très concret. Un individu qui consomme environ 2200 calories par jour et qui consomme sur ces 2200 calories environ 35% de lipides. Donc 35% de son alimentation, ce sont des lipides. Si on fait ce ratio-là, c'est-à-dire que cette personne-là a besoin de consommer environ 85 grammes de lipides par jour. Ces 85 grammes de lipides par jour, ils vont être répartis à peu près de la manière suivante. On va avoir 29 grammes maximum qui vont être apportés par les acides gras saturés. Donc pour rappel, les acides gras saturés, tu les retrouves dans le beurre, le fromage, les huiles de palme, de coco, les viandes, les œufs, les produits laitiers, plus particulièrement entiers. Parce que quand tu fais des produits laitiers qui ont été complètement écrémés, autant dire qu'il ne reste pas grand-chose derrière. Donc, produits laitiers entiers. Les oméga 9, tu vas les apporter de manière très importante, entre 37 et 49 grammes à peu près par jour. Les oméga 9, tu vas les trouver dans l'huile d'olive, l'avocat, les amandes, les noisettes, les pistaches, le canard ou encore le poulet fermier. Et tu vas avoir ton fameux ratio oméga 3, oméga 6. Les oméga 3, à hauteur de 2,5 à 5 grammes à peu près, que tu vas retrouver dans l'huile de lin, l'huile de colza, l'huile de noix, les graines de chia et les poissons gras. Et les oméga 6, que tu vas retrouver dans l'huile de tournesol, de noix, les amandes ou les graines. Donc clairement, si tu consommes des huiles de qualité, que tu varies un petit peu les huiles entre l'huile d'olive, l'huile de colza, l'huile de lin, l'huile de noix, etc. Si tu manges des produits laitiers, si tu manges des poissons gras, si tu manges des oléagineux, tu vas déjà avoir pas mal des apports que tu es censé avoir ici. Après, la problématique, c'est s'il y a certains aliments que tu n'aimes pas. Par exemple, si tu n'aimes pas consommer des poissons gras, si tu n'aimes pas spécialement consommer des oléagineux, peut-être que tu vas commencer à avoir quelques difficultés à aller rechercher certaines sources d'oméga 3
Certaines sources d'oméga, pardon, et notamment, c'est là que je voulais en arriver, les oméga 3. Donc là, ça peut être intéressant si vraiment tu as des difficultés à aller chercher ces sources-là, c'est de te supplémenter, donc en consommant par le biais de compléments alimentaires, par exemple des oméga 3. Ça peut être quelque chose d'intéressant. Donc voilà, ça c'est important. Petite parenthèse sur les huiles, c'est plutôt pour parler de conservation, pour garder vraiment des huiles de qualité avec des oméga de qualité. Il faut éviter que les huiles s'oxydent, et pour éviter que les huiles s'oxydent, il faut conserver les huiles au frigidaire. Ça, je le précise parce que la très très grande majorité des personnes, et moi je l'ai fait pendant très longtemps, vont conserver les huiles dans le placard. Ben, les huiles doivent être conservées au frigo. Donc ça, c'est important de le noter. D'ailleurs, si tu achètes des oméga 3 en pilule, tes oméga 3 doivent également être conservés au frigidaire. Tes besoins quotidiens. Si je parle de la dépense énergétique totale de ta journée, et du coup de tes apports énergétiques totaux de ta journée, on considère que on a besoin d'environ 35 à 40% des apports énergétiques qui viennent des lipides. Le minimum, ce qu'on appelle le minimum, c'est finalement ce qui est la base pour couvrir les besoins physiologiques, étant de 30%. Donc si on met ça sur un nombre de grammes, pour que ce soit plus clair, c'est environ 1,2 à 1,5 g de lipides par kilo de poids de corps. Donc si tu fais 70 kg, ça va faire un peu plus de 80 grammes de lipides que tu dois consommer tous les jours au minimum. D'accord? Donc on est très loin du zéro. Mais pour autant, 80 grammes, ça va vite. Ça va vite. Donc si tu as tendance à consommer notamment des plats ultra transformés qui sont emplis de gras, tu vas très 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 vite atteindre ces quotas-là. C'est pour ça que c'est important d'aller chercher des sources de qualité qui vont te permettre à la fois d'avoir un apport santé, mais aussi de mieux maîtriser finalement tes apports en macronutriments pour aller choisir des protéines, des glucides et des lipides de qualité, et pas prendre finalement ce qui vient parce que c'est ce que tu as dans ton plat ultra transformé. Petite parenthèse, si tu as tendance à manger trop peu de glucides, typiquement tu es sur une diète low carb ou une diète keto, eh bien tu vas automatiquement te retrouver avec un déficit en oméga 3 parce que tu vas avoir une partie des lipides qui va être utilisée comme source d'énergie pour compenser le manque de glucides. Du coup, possiblement que tu vas avoir besoin soit de consommer plus d'oméga 3, soit de te supplémenter en oméga 3 pour en avoir suffisamment. Donc ça, c'est tes besoins. Encore une fois, quels sont les bénéfices d'avoir un bon apport en lipides? Donc, l'action préventive anti-inflammatoire, qui va faire que tu vas éviter de te blesser, tu vas récupérer de manière optimale et tu vas diminuer ton inflammation de bas grade. Ton fonctionnement cardiovasculaire optimal, qui va venir protéger ton système cardiovasculaire. La performance de ton cerveau, la performance cognitive, la performance de ton système nerveux et ton équilibre hormonal. Donc vraiment, 4 grandes clés, 4 bénéfices majeurs à consommer des lipides tous les jours. Petit zoom sur le cholestérol, parce que quand on parle de lipides, on revient très 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 souvent sur le sujet du cholestérol. Pourquoi? Parce que quand on parle de lipides, on sait qu'une bonne source pour consommer des lipides, c'est de consommer par exemple des œufs. Manger des œufs au petit déjeuner, par exemple, tous les jours, c'est un moyen assez simple d'apporter à la fois des protéines et d'apporter des lipides de qualité.
Le souci, c'est qu'on se pose tout le temps la question de savoir si c'est pas problématique de manger des œufs et de manger trop d'œufs parce que les lipides apportés par les œufs auraient tendance à faire monter le taux de cholestérol dans l'organisme et on a derrière, encore une fois, ce raccourci qui est de dire que un taux de cholestérol important dans l'organisme va entraîner derrière des maladies cardiovasculaires. Donc on va revenir un petit peu sur ce sujet-là pour dire ce qu'il en est réellement. Donc on a effectivement un lien qui est établi entre le cholestérol, un taux de cholestérol élevé, et des événements cardiovasculaires. Qu'est-ce qu'on entend par événement cardiovasculaire? C'est l'infarctus du myocarde, c'est l'accident vasculaire cérébral, donc l'AVC, et c'est aussi ce qu'on appelle l'artérite, donc l'artérite des membres inférieurs, qui est en fait une insuffisance circulatoire que tu vas avoir au niveau des jambes, qui va être due au développement de l'athérosclérose, donc les plaques de lipides que tu vas avoir au niveau de tes artères. En France, on a établi que le cholestérol serait à l'origine d'à peu près un infarctus sur deux et que près de 20% de la population adulte présentait une hypercholestérolémie, donc c'est-à-dire une augmentation anormale du taux de cholestérol dans le sang. Donc ça, c'est la vision aujourd'hui qu'on a du sujet, qui est de dire, voilà, on a une vraie problématique avec le cholestérol. Maintenant, quand on détaille un petit peu tout ça, qu'on rentre dans le sujet, on comprend que c'est un petit peu plus complexe que ça. Pourquoi c'est un petit peu plus complexe? Parce que déjà, quand on parle de cholestérol, on ne parle pas vraiment de la molécule de cholestérol en elle-même, on va parler en fait de transporteurs, des transporteurs lipoprotéiques qu'on appelle le LDL et le HDL. D'accord? Le cholestérol en soi, c'est pas bon ou mauvais. Le cholestérol en soi, c'est même vital pour ton organisme. Pourquoi c'est vital pour ton organisme? Parce que le cholestérol a plusieurs rôles à jouer. Déjà, le cholestérol, c'est un composant majeur qui va contribuer à la stabilité, au maintien de tes membranes cellulaires. Le cholestérol, c'est un précurseur de la vitamine D3. Donc la vitamine D3, on n'arrête pas d'en parler parce qu'on sait que c'est un rôle important à jouer, notamment sur ta santé osseuse. Et la vitamine D3, on en parle beaucoup parce que on sait qu'on en manque. On en manque parce qu'on n'est pas suffisamment dehors, qu'on n'est pas suffisamment exposé à la lumière du soleil, qui est source de vitamine D3. Et le cholestérol est un précurseur de la vitamine D3, donc très intéressant. Le cholestérol est important également pour le système nerveux, parce qu'il est présent en grande quantité dans l'enveloppe des fibres nerveuses, donc qui va permettre la synthèse donc des neurotransmetteurs. Donc ça, on a abordé également ce sujet-là sur le chapitre sur le système nerveux. Si tu ne l'as pas encore vu, je t'invite à aller regarder. Et le cholestérol, c'est un précurseur d'hormones, notamment les hormones stéroïdiennes, le cortisol, la cortisone, l'aldostérone, et c'est un précurseur des hormones sexuelles, progestérone, œstrogène, testostérone. D'accord? Donc, il ne faut pas bannir les graisses. Il ne faut pas bannir les graisses animales, il ne faut pas bannir le jaune d'œuf en ayant peur que ça apporte du cholestérol. Le cholestérol est quelque chose d'essentiel. On va parler derrière, du coup, de bon et de mauvais cholestérol. C'est comme les bonnes et mauvaises graisses, ça, tu en as sans doute également entendu parler. Pour comprendre un petit peu le fonctionnement de tout ça, et je te parlais de LDL et de HDL, on va détailler un petit peu ça. Et je t'ai mis un petit dessin sur la droite qui symbolise un petit peu ce que ça veut dire. Tu vas avoir d'un côté, imagine que ce sont des petits véhicules en fait. On va simplifier ça comme ça. Le cholestérol, il voyage dans ton sang à l'intérieur de petits véhicules. Les LDL, ce sont des petits véhicules que j'ai symbolisés ici avec le petit camion orange. Ce sont des petits véhicules qui sont acheminés depuis le foie vers les cellules qui en ont besoin, partout dans ton corps. D'accord? On transporte le cholestérol dans ce petit véhicule-là, de ton foie, vers
toutes les cellules de ton corps qui en ont besoin. Et de l'autre côté, tu as l'HDL, qui est l'autre camion, le camion vert, qui lui est un camion qui va venir nettoyer. Donc lui, il va venir collecter les molécules de cholestérol qui sont usagées, qui sont superflues, considérées comme superflues, et qui va venir les rapporter au foie pour les recycler ou pour les éliminer si elles sont superflues. D'accord? Donc ça, si on parle de LDL quand ça part dans un sens, pour low density lipoprotéine, et de HDL dans l'autre sens, pour light density lipoprotéine. Donc ça va, encore une fois, dans les deux sens. Les HDL sont du coup vertueux, c'est pour ça qu'on parle finalement de bon cholestérol, parce qu'elles vont venir intervenir pour décharger les vaisseaux sanguins du cholestérol qui pourrait venir s'y accumuler. Donc on voit le HDL comme quelque chose de vertueux et le LDL comme quelque chose de néfaste, parce que lui, au contraire, il va emmener du cholestérol de partout, et du coup, c'est lui qui pourrait venir poser problème en générant derrière des plaques d'athérosclérose qui feraient que on viendrait finalement obstruer les artères et derrière générer finalement ces problèmes de santé cardiovasculaire. Mais en fait, ce qu'on commence à percevoir aujourd'hui sur les dernières études qu'on a sur le cholestérol, sur l'HDL et sur le LDL, c'est qu'en fait, ce qui pose problème, c'est pas vraiment en fait le fait qu'il y ait des LDL circulant de partout dans l'organisme. Ce qui poserait problème, ce serait le fait en fait qu'il y ait des LDL qui deviennent oxydés ou glyqués et du coup qui soient inflammatoires. Qu'est-ce qu'on entend par là? En fait, ce qu'on sait, c'est que l'inflammation chronique, elle va venir oxyder les LDL, ce qui va déclencher derrière une réaction immunitaire. On sait qu'une glycémie élevée va venir glyquer les LDL, ce qui va les rendre plus vulnérables à l'oxydation. Et on sait que l'excès d'oméga 6, on a dit tout à l'heure qu'on avait tendance à en consommer trop avec notre alimentation actuelle, ça va favoriser la peroxydation lipidique. Et tout ça, en fait, ça crée un état inflammatoire chronique. Et en fait, c'est cet état inflammatoire chronique, avec notre stress, notre glycémie, notre alimentation, notre hygiène de vie, qui en fait pose problème parce que voilà, ça va venir oxyder, glyquer ces petits véhicules LDL qui du coup ne vont plus apporter, ne vont plus être performants tout simplement et vont poser problème derrière. Donc en fait, a priori, le problème ne vient pas du fait qu'il existe des véhicules, mais que ces véhicules ne soient plus performants. Et ça, d'ailleurs, petite parenthèse, tu pourras le constater si tu t'intéresses à des régimes alimentaires. On va consommer énormément de lipides. Encore une fois, tu prends la diète cétogène. Diète cétogène, on a régulièrement des personnes qui vont se retrouver avec des taux de LDL, de cholestérol LDL qui explosent, qui sont 2, 3 fois, 4 fois supérieurs à la normale. Pour autant, ces personnes-là n'ont pas de problématiques de santé cardiovasculaire. Ce qui semble, là encore, corréler le fait que ce n'est peut-être pas le taux de LDL dans le sang qui déclenche la maladie cardiovasculaire, c'est finalement peut-être le fait qu'il y ait une maladie cardiovasculaire qui fait qu'on a en face des taux de LDL qui sont élevés. On n'a pas, voilà, encore une fois, il faut avoir beaucoup de recul, beaucoup de prudence par rapport à tous ces sujets-là, parce qu'on a énormément d'informations qui viennent en contradiction, qui ne viennent pas attester du fait qu'un LDL élevé déclenche derrière des maladies cardiovasculaires. On revient sur ces sujets-là, on parle aujourd'hui d'oxydation, etc. Donc vraiment, il faut avoir beaucoup de recul
Et c'est ce que je disais de toute façon sur les toutes premières vidéos de cette formation. Encore une fois, la vérité d'aujourd'hui sera peut-être le mensonge de demain. Donc je pense que on n'a pas fini d'en apprendre sur le cholestérol. Je pense qu'on ne maîtrise pas encore pleinement ce sujet-là. Donc voilà. En tout cas, du regard qu'on a aujourd'hui sur le sujet, des études qu'on peut lire aujourd'hui sur le sujet, c'est pas encore une fois quelque chose qu'il faut diaboliser. Et surtout, il faut bien comprendre, et ça je ne l'ai pas encore dit, c'est que ton taux de cholestérol n'est pas directement lié à ta consommation de lipides. C'est-à-dire que tu peux tout à fait manger des œufs tous les jours et ne pas te retrouver avec un taux de cholestérol qui explose. Et inversement, tu peux très bien ne pas manger des œufs tous les jours, mais avoir une hygiène de vie qui n'est pas bonne, un stress métabolique, avoir une alimentation ultra transformée, un sommeil de mauvaise qualité, et que tout ça, ça vienne influencer ton taux de cholestérol. Donc voilà, il faut vraiment avoir du recul, encore une fois, par rapport à ces sujets-là, et éviter de tomber un peu dans les amalgames, les raccourcis. Et si tu n'as pas envie de te prendre la tête, dis-toi simplement qu'ils font consommer des lipides et qu'ils font consommer des lipides de qualité, parce que ton corps en a, quoi qu'on en pense, besoin. Donc à partir du moment où tu consommes des lipides, ton organisme va devoir les métaboliser, donc les utiliser. Pour pouvoir métaboliser ces lipides que tu apportes par ton alimentation, donc il va les digérer et il va les déverser dans le sang. À partir du moment où il les déverse dans le sang, ces lipides, soit il va les utiliser directement parce qu'il en a besoin comme source d'énergie pour répondre à une demande énergétique que tu peux faire, soit il va stocker les lipides. Mais finalement, comme tous les macronutriments, comme les protéines, comme les glucides, soit il utilise la source d'énergie, soit il la stocke. Quand tu t'entraînes, le corps va utiliser différentes sources d'énergie. Il va utiliser le glucose sanguin, donc finalement la source d'énergie pure qu'on évoquait sur la vidéo précédente, donc carburant principal du muscle. Il va aller chercher le glycogène dans les muscles. Il va aller chercher le glycogène dans ton foie, parce qu'on sait que c'est une réserve d'énergie qui est facilement accessible, facilement disponible. Il va aller chercher le gras, les acides gras, qui sont stockés dans ta masse graisseuse via un processus qui s'appelle la lipolyse. Et il va aller chercher les acides aminés, qui sont des réserves dans les muscles, via un processus qui s'appelle la protéolyse. Donc, ton corps, en fonction de l'activité physique, il va aller chercher plus ou moins de glucose, plus ou moins de glycogène, plus ou moins d'acides gras, plus ou moins d'acides aminés, en fonction de l'effort que tu lui demandes. D'accord ? S'il a besoin d'un effort, de réaliser un effort, bref, intense, soudain, eh bien, il va aller chercher la source d'énergie la plus immédiatement disponible. Il va aller chercher le glucose sanguin. S'il fait un effort qui est plutôt long, peut-être que là, du coup, il va pouvoir aller chercher des sources d'énergie complémentaires, et notamment, par exemple, les acides gras, qu'il va pouvoir récupérer via la lipolyse. Donc, en tout cas, tout ce que tu consommes va être utile à ton organisme à un moment donné. La stratégie pour essayer de faire les choses correctement, c'est de préserver sa masse musculaire, donc en ayant un apport calorique suffisant, en ayant une bonne source d'apport en protéines. C'est d'éviter le catabolisme musculaire, donc éviter finalement la fonte musculaire, qui plus est quand on fait un régime pour essayer de perdre du gras, le risque c'est finalement d'avoir une perte musculaire. Et bien là encore, il faut un apport nutritionnel qui est adapté. Il faut optimiser ses ressources énergétiques, donc que ce soit via, on vient de le voir précédemment, les glucides, les lipides, les protéines, en ayant finalement des quantités qui sont adaptées à ta performance et au sport que tu pratiques. Et puis,
même si un stockage de graisse est utile, on va éviter de tomber sur des taux de masse grasse qui sont finalement problématiques, qui peuvent te générer plus de problématiques qu'autre chose, il faut malgré tout limiter le stockage de graisse. Aujourd'hui, avoir pour un homme une masse grasse de 10-12% par exemple, c'est excellent. C'est excellent. Tomber à 5-6%, ça peut être problématique par exemple pour le système hormonal. Avoir un taux de masse grasse inversement trop élevé, à 20-25%, eh bien là, c'est ton métabolisme qui va avoir des soucis. Donc il faut trouver le juste stockage de graisse, celui qui t'est utile pour performer dans la durée, qui te permet d'avoir un métabolisme qui fonctionne comme une Rolls-Royce, et éviter au contraire de stocker inutilement du gras qui pourrait venir te ralentir. Les points clés à retenir sur ce cours-là, les lipides sont essentiels. Il faut en consommer 30% minimum de ton apport énergétique quotidien doit venir des lipides. 35 à 40%, c'est vraiment pas mal. C'est environ 1,2 à 1,5 grammes par kilo de poids de corps. Tu vas consommer des acides gras saturés, des oméga 9, des oméga 6, des oméga 3. Tu dois faire attention dans ce cadre-là à aller chercher des sources d'oméga 3 parce que c'est vraiment la source qu'on a le plus de mal à trouver aujourd'hui dans notre alimentation. Tu dois faire attention à en consommer suffisamment et à réduire au contraire les sources d'oméga 6 pour avoir un bon équilibre entre les oméga 3 et les oméga 6. Tu dois éviter les graisses de mauvaise qualité, donc les graisses que tu vas trouver par exemple dans les fritures. Essayer de réduire tout ce qui va être produits industriels ultra transformés, tout ce qui va être charcuterie, tout ce qui t'apporte finalement du gras de mauvaise qualité. Il ne faut pas bannir le cholestérol. Le cholestérol est utile, d'accord, à ta santé, il est utile au fonctionnement de ton corps. Il ne faut pas le blacklister. Donc il est essentiel à tes hormones. Il faut juste comprendre comment ça fonctionne derrière, entre les LDL, les HDL. Et puis, il faut que tu aies finalement un plan alimentaire qui soit cohérent avec tes apports en calories, avec tes apports en protéines, avec tes apports en glucides, tes apports en lipides, cohérent par rapport à tes objectifs, que ce soit de prendre de la masse musculaire, de perdre du gras en conservant ta masse musculaire, que ce soit simplement de stabiliser ton poids, de préserver ta masse musculaire, ou alors en cas de prise d'âge, on va dire de maintenir une masse musculaire santé, puisqu'on a vu que finalement le muscle était facteur aussi de santé. Et pour ça, optimiser finalement tes ressources énergétiques, faire les bons choix alimentaires en étant sur des aliments qui sont plus santé. Voilà, les points clés à retenir sur cette vidéo sur les lipides. Comme pour les protéines, comme pour les glucides, je reviendrai sur ce macronutriment un peu plus tard, quand on reviendra sur ce qu'il faut faire en fonction de nos objectifs physiques, en fonction de nos objectifs sportifs, que ce soit prendre du muscle, perdre du gras, avoir une activité physique particulière. Est-ce que par exemple on fait la même chose quand on fait du bodybuilding ou qu'on va faire un marathon? Bien évidemment non. Donc on va voir un petit peu quelles sont les stratégies à déployer dans ces cas-là. Mais là, voilà, on est sur les fondamentaux, comprendre ce que sont les macronutriments, comprendre à quoi ils servent, comprendre qu'ils sont tous utiles au corps, quel est leur rôle pour le corps, et puis encore une fois, revenir sur quelques croyances pour redonner un petit peu de vérité dans cette histoire. Voilà, petite vidéo qui se termine sur les lipides. Comme d'habitude, si tu as des questions sur le sujet, n'hésite pas à les laisser dans la community et j'y répondrai avec grand plaisir. À bientôt. Ciao.